Chers collègues, nous achevons notre journée d'audition en nous recentrant sur les aspects pratiques de la commande publique et plus particulièrement les difficultés d'exécution qui peuvent intervenir entre une entreprise attributaire d'un marché public et un pouvoir adjudicateur et les structures mises en place pour les apaiser. Parce que dans l'une de vos interventions, il y a quelques mois maintenant, vous insistiez notamment sur le fait que les entreprises pouvaient vous solliciter et assez rarement les pouvoirs adjudicateurs. Et bien rappeler que vous étiez à la disposition des deux parties, monsieur le médiateur. Initialement créée pour préserver les relations d'affaires entre les entreprises en cas de conflit, la médiation des entreprises, qui relève du ministère de l'Économie et des Finances, a été étendue au marché public et offre aux parties qui en font la demande, par l'intervention d'un tiers neutre, impartial et indépendant, la possibilité d'un règlement à l'amiable d'un différend contractuel. Ainsi, en 2024, la médiation des entreprises a été saisie de 1903 demandes de médiation, si nos chiffres sont exacts, dont 16%, soit plus de 300, concernaient le seul secteur public. Le médiateur des entreprises est par ailleurs impliqué dans la promotion des achats responsables, avec le pilotage de la charte et du label Relations fournisseurs et achats responsables, auquel adhèrent aussi bien des acheteurs publics et privés. Et je le dis en tant que conseiller régional de Bretagne, où nous avons eu l'occasion de travailler sur ce sujet. Pour nous faire part de son expertise en la matière, nous recevons donc monsieur Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises depuis 2012 et récemment renouvelé dans ses fonctions pour une durée de 18 mois en janvier dernier. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez, s'il vous plaît, lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. La médiation des entreprises est le thermomètre de la dégradation ou de l'amélioration de la situation économique nationale. Constatez-vous les mêmes difficultés conjoncturelles en matière de marché public que dans les relations entre entreprises ? Ou bien y a-t-il, s'agissant du public, une déconnexion avec l'actualité et des facteurs plus structurels à prendre en compte ? Qui plus est, votre longue expérience dans vos fonctions vous offre un recul particulier sur l'évolution des relations entre les acheteurs publics et leurs prestataires. Comment ont-ils traversé les difficultés liées à la crise sanitaire ? Face à la judiciarisation croissante des procédures, constatez-vous par ailleurs, malgré tout, une appétence pour les modes alternatifs de règlement des différends ? D'une manière plus générale, il nous serait très utile de connaître les motifs récurrents de saisine de vos services. Les délais de paiement excessifs, évidemment, viennent à l'esprit, mais y en a-t-il d'autres ? Vous avez d'ailleurs sorti à la fin de l'été, au début de l'automne 2024, en partenariat avec la Direction des affaires juridiques, un guide sur le sujet pour donner toutes les clés aux acheteurs publics, quels qu'ils soient, pour réduire ces délais de paiement. Quels sont les secteurs où les difficultés sont les plus exacerbées ? Par ailleurs, la médiation des entreprises assure le secrétariat de l'Observatoire des relations entre start-up et grands comptes. Le sujet de l'accès des start-up à la commande publique, dont nous avons longuement parlé cet après-midi, est essentiel aux yeux de notre commission d'enquête et la situation largement perfectible selon les intéressés. Ils nous l'ont confirmé encore, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur ? Vous pourrez nous indiquer si les acheteurs publics sont aussi ouverts à l'innovation que les grands comptes privés et quels sont, d'après vos travaux, les blocages à lever pour rendre l'achat public plus agile en la matière. Je vous laisserai donc la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera avec les membres de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour à tous. Vous avez dit beaucoup de choses, donc une bonne partie de ce que j'allais dire, vous l'avez dit, vous avez un dossier parfaitement fait qui recoupe effectivement tout un tas de données extrêmement valides. Effectivement, après avoir commencé uniquement sur la partie inter-entreprise, la médiation est très vite venue sur la partie marché public, quasiment 2 ans après sa création, donc en 2012. Et effectivement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça représente entre 15 et 20% de nos saisines.
sachant, et là aussi vous l'avez dit, je vais beaucoup paraphraser ce que vous avez exprimé, mais c'est important de revenir dessus, que nous avons un peu deux piliers dans notre action, un pilier sur la résolution des litiges, la résolution des conflits, sur lequel bien entendu je reviendrai, et un pilier sur l'amélioration des pratiques. On s'est dit depuis le départ que c'était bien de, si je peux le dire comme ça, de venir en pompier, mais c'était pas mal aussi si on évitait qu'il y ait des incendies en faisant changer les pratiques. Donc un déploiement qui a connu une croissance exponentielle. Vous avez cité le nombre de saisines que nous venons de sortir, donc c'est pour ça que je dis que vos dossiers sont parfaitement à jour, puisque ça date d'il y a une dizaine de jours, de 1900 saisines en 2024. Pour refaire un petit peu l'historique, moi je suis arrivé il y a 12 ans, effectivement, on faisait une centaine de saisines par an. Et donc on est passé de 100 saisines par an à, si je viens à 2019, juste avant la crise Covid, 100 saisines par mois. L'année 2020 a été une année exceptionnelle. On a eu 3500 saisines, donc on est passé de 1200 à 3500, ça a été une explosion, mais on comprend tous pourquoi. Il y a eu une tension évidemment exacerbée sur tous les domaines qu'on peut imaginer de relations entre entreprises ou entre entreprises et acteurs publics. Et depuis, on est autour des 2000 saisines par an, ce qui montre qu'il y a un niveau de tension qui ne redescend probablement pas, d'une part, mais aussi parce qu'on a un indicateur de tension, mais on a aussi un indicateur de volonté de dialogue. Donc on peut le prendre du côté positif ou du côté un peu moins positif. Je pense une combinaison des deux. C'est à la fois, oui, un niveau de tension qui reste haut, et si je prends toutes les répliques qu'on a connues après la crise Covid, c'est-à-dire la flambée des matières premières, c'est-à-dire la flambée des coûts d'énergie, la difficulté à recruter, l'inflation généralisée, la hausse des taux d'intérêt qui sont venus en contrepartie de ça, tout ça a affecté d'une manière ou d'une autre tout le tissu économique. Et donc oui, il y a un niveau de tension qui reste assez élevé depuis la crise Covid. En parallèle, je pense que beaucoup d'entreprises nous ont identifiés pendant le Covid comme étant des facilitateurs de dialogue. Et donc, ça explique aussi qu'on n'est pas fait x2, mais fait au moins une fois et demi le nombre de saisines et qu'on reste sur ce plateau élevé depuis 2020. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit. C'est peut-être la seule chose sur laquelle je nuance un peu. Oui, il y a de la tension, mais oui, peut-être, et j'espère, beaucoup de gens se disent aujourd'hui la bonne manière de réagir par rapport à cette tension, c'est le dialogue. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut pousser, insister. Et là aussi, je vais encore une fois redire ce que vous avez dit. Je regrette, je l'ai exprimé et je continue à l'exprimer aujourd'hui. Nous sommes effectivement beaucoup saisis par les entreprises, très peu par les donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés. D'ailleurs, il n'y a pas de différenciation entre les deux, et c'est bien dommage. On en a un certain nombre, mais si je reprends nos chiffres, 95% de nos saisines sont faites par des petites entreprises, d'ailleurs, ce qui est très bien. On est là pour répondre au sujet des petites entreprises. 75% sont faites par même des entreprises de moins de 25 salariés. Et si je redescends encore, près de 30% sont faites par des entreprises de moins de 2 salariés. Donc on va toucher vraiment le tissu profond de notre économie. Et encore une fois, je pense que c'est toute la notion et la volonté d'un service public de médiation, c'est d'aller toucher justement ceux qui se disent « je ne suis pas écouté, je ne suis pas compris, je ne suis pas entendu ». Et tant mieux si cela commence à nous identifier, à venir vers nous. Cependant, j'aimerais beaucoup, et les 5% qui restent, ce sont ceux-là, mais ils ne sont pas assez nombreux, que les grands acteurs, qu'ils soient publics ou privés, prennent de plus en plus ce réflexe médiation, c'est-à-dire face à une difficulté, ne jouent pas soit le rapport de force, soit le « on verra bien au tribunal », ce qui revient un peu au même malheureusement parfois, et se disent bah, « tiens, si on allait en médiation, ce serait peut-être pas mal et on pourrait résoudre un conflit », ce qui est une première étape, mais surtout recréer un lien de confiance. Toute notre action, elle est autour de cette notion de confiance, c'est-à-dire l'idée de base, mais que je maintiens depuis 12 ans, et je pense qu'elle est vraie, que plus il y a de confiance, plus il y a de développement économique. Un chef d'entreprise qui a confiance dans son client, il va lui proposer de l'innovation, il va avoir envie de travailler avec lui, il va prioritairement aller vers lui quand ce client a besoin d'aide. Un fournisseur qui est dans la défiance,
bah, il va passer son temps à essayer de trouver des moyens d'être sûr qu'il va être payé. Il ne va pas se précipiter quand son client aura besoin d'aide. L'innovation, il va faire attention à ne pas se la faire prendre par son client. Enfin voilà, ça génère des comportements qui vont à l'encontre du développement économique de ces entreprises. D'où cette notion de confiance qui, pour moi, est fondamentale et sur laquelle on base toute notre action. Donc, pour revenir sur vos questions, je ne vais pas redonner tous les textes qui font que la médiation, et heureusement, est de plus en plus connue aussi dans les marchés publics. Mais effectivement, on a vu tout au long des années que sont intégrés, notamment dans les fameux CCAG, hein, les clauses contractuelles des marchés publics, que les modes amiables de règlement des différends, et notamment la médiation, sont maintenant mentionnés systématiquement, ce qui contribue à leur utilisation. Ça, c'est une très bonne chose. Mais pour les chiffres, je vous ai donné les principaux chiffres. La question que vous m'avez posée, c'est les principaux cas de litige. Retard de paiement, tout ce qui va autour des paiements, c'est toujours une grosse partie, près de 40% de nos saisines. Je dis ce qui va autour des paiements, parce qu'un retard de paiement, ça peut être effectivement une facture qui est restée sous le coude ou coincée dans je ne sais quel logiciel, Chorus Pro souvent dans le public, mais le privé a son SAP et tout le reste aussi, donc il n'y a pas de jaloux dans ce côté-là. Mais ça peut être aussi un vrai différend, une difficulté, une réception qui n'est pas complète, un service qui n'a pas été complètement fait. Donc il y a aussi derrière une saisine autour d'un non-paiement tout un tas de sujets qui peuvent nous amener à faire des médiations. Et c'est très bien, on est là justement pour ça, pour recréer ce dialogue et trouver le bon sujet et le résoudre. Et on ça, a aussi... simplement, pour un petit complément sur ces retards de paiement, un sujet récurrent. Là, encore une fois, il y a beaucoup de collectivités qui sont plutôt au rendez-vous, même si vous aviez bien expliqué, là aussi, il y a quelques mois, dans une interview réalisée avec la directrice des affaires juridiques que nous avons auditionnée il y a quelques jours, qu'il n'y avait pas forcément d'automaticité entre petits et gros, même si l'État notamment était globalement plutôt meilleur ou moins mauvais que les autres. S'agissant là des retards de paiement, dans les cas où vous êtes saisi, qui sont, j'imagine, peut-être les cas les moins représentatifs, les plus excessifs, probablement en termes de durée, mais on est sur des délais de combien de temps en moyenne? Alors, effectivement, quand on nous saisit, vous connaissez le délai moyen qui est publié par l'Observatoire des délais de paiement, qui était de 10 jours en moyenne, hein, public-privé confondu, avant le Covid. Pendant le Covid, ça a explosé. En sortie de Covid, avec tout le travail qu'on a fait, on avait réussi à ramener à 12 jours. Et aujourd'hui, les derniers chiffres qu'on a sont de 13 ou 14 jours de retard en moyenne, avec une idée globale qu'un jour de retard, c'est 1 milliard d'euros qui reste dans les caisses des grands comptes publics et privés et qui n'est pas dans les caisses des PME, TPE. Donc c'est assez massif. Évidemment, quand on nous saisit, on est bien au-delà de ces retards-là. C'est-à-dire une entreprise peut patienter 12, 13, enfin peut, pas toujours d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, patiente 12, 13, 14 jours. Nous, on va aller sur des 20, 30 jours, voire même plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a le délai apparent et le délai réel. J'imagine que ça a été abordé ici. Le délai part à partir du moment où la facture a été acceptée et donc à partir du moment où toutes les pièces ont été réunies, et à ce moment-là, on compte les 30 jours pour les marchés publics. Malheureusement, il y a tout un tas de choses qui font que ce délai peut être retardé. Parce qu'il manquait un papier, parce qu'il y a un numéro de commande qui n'est pas le bon, parce que la réception n'a pas été faite par celui qui réceptionne la marchandise, etc., etc. Ce qui nous a amené d'ailleurs à faire un guide que je recommande à tous ceux qui travaillent dans les marchés publics, un guide sur justement les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour limiter tous ces délais amont et permettre ensuite de rentrer dans le délai normal et de payer la facture, idéalement dans les 30 jours ou 45 jours pour les hôpitaux, si nécessaire. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut connaître et c'est pour ça que la réponse que je vous fais est oui, ça peut être juste 40 jours de retard par rapport à la date officielle, mais ça peut être beaucoup plus long que ça parce qu'il y a eu un délai d'attente en amont qui est beaucoup plus long.
Et vous avez constaté, au-delà du délai moyen que vous avez rappelé, mais dans les cas extrêmes, là aussi une aggravation des délais, c'est particulièrement marqué, peut-être avec des collectivités qui peuvent rencontrer aussi parfois des difficultés? Alors statistiquement, je ne saurais pas vous dire très honnêtement. On voit les cas un peu exceptionnels, forcément, comme vous le disiez. Les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui se retrouvent face à des situations où soit la durée, soit l'impact sur leur business est important. Mais de là en tirer des statistiques, je m'en garderai bien. Et donc je ne suis pas le mieux placé pour vous dire s'il y a une aggravation globale de ces délais excessifs ou pas. Peut-être l'Observatoire des délais de paiement donnera des informations plus intéressantes, mais je me garderai bien d'aller au-delà de ce que je sais dire. C'est bon pour votre question. Sur les autres sujets de médiation, parce qu'il y en a pas mal, il y a tout ce qui est indemnité de résiliation, à la fois sur l'indemnité en elle-même et sur son montant. Il y a tout ce qui est application de pénalités. Il y a tout ce qui est modification des contrats en cours. On a beaucoup connu, par exemple, de sujets autour des matières premières. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on n'a pas besoin de remonter très loin pour se rappeler que dans les années juste après Covid, 2021-2022, on a eu une flambée des matières premières qui nous a amené à faire beaucoup de médiation, de manière très intéressante d'ailleurs. Je cite notamment un cas où on a institutionnalisé cette médiation, c'est le cas des Jeux Olympiques, que nous connaissons tous, où nous avons travaillé avec la Solidéo, qui est venue, alors là pour le coup, vous voyez, c'est un bon exemple d'acteur public qui est venu vers nous, nous disant « je suis extrêmement sollicité par toutes ces petites entreprises qui sont sur mes chantiers pour finir les stades pour les Jeux Olympiques ». Pour le coup, je n'ai pas de possibilité de rallonger les délais, hein, et on a vu que tous les stades étaient prêts en 2024, et donc je ne peux pas me permettre que ces entreprises soient en difficulté. Ceci étant, parfois on a du mal à se parler, à se comprendre, et est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc on a dédié 2 médiateurs sur ces sujets-là, et on a même signé un accord entre la Solidéo et les différentes fédérations du bâtiment et des travaux publics, disant que les 2 parties s'engageaient en cas de difficulté à aller vers ces médiateurs. Résultat, on n'a pas eu énormément de médiation, ce qui pour moi est une bonne nouvelle, mais je pense que le simple fait d'avoir indiqué qu'il y avait cette ouverture à la médiation a apaisé un petit peu les tensions, a permis à beaucoup de contrats de se déboucler, et puis sur les quelques dizaines de contrats où vraiment il n'y arrivait pas, nos médiateurs ont pu intervenir et finaliser ces contrats. Donc oui, le sujet matières premières est un gros sujet, et c'est vrai que sur un chantier aussi emblématique que les Jeux Olympiques, on a été heureux de pouvoir contribuer avec nos outils et nos médiateurs à la bonne finalisation de ces marchés. Au-delà des matières premières, on a tout ce qui est paiement de prestations supplémentaires. Ça, c'est un sujet aussi récurrent sur lequel on demande des prestations, elles sont faites, et puis après on discute sur les prix, mais vous avez sûrement entendu déjà ça dans les différentes auditions. La validation du décompte général et définitif, enfin, voilà, tous ces sujets de fin de chantier, fin de contrat. Vous le remarquez, beaucoup de nos sujets sont autour des bâtiments et travaux publics. C'est pour le coup un domaine qui a beaucoup augmenté chez nous et qui représente aujourd'hui près de 20% de nos saisines, notamment sur les marchés publics, mais c'est aussi les sujets les plus complexes à traiter, ce qui explique que nous avons beaucoup de saisines de ce côté-là. Voilà pour le côté médiation. Peut-être sur nos autres activités, on essaye de faire de la pédagogie, parce qu'on s'est beaucoup rendu compte que derrière beaucoup de ces sujets, il y avait de la pédagogie. J'ai mentionné un certain nombre de guides que nous avons coécrits ou écrits. Le guide MARD, hein, sur les modes amiables de règlement des différends que vous avez mentionné. Le guide sur les bonnes pratiques de paiement dans les travaux publics. On a aussi, on va le refaire parce que ça avait connu un bel accueil, et je le montre parce qu'il a un petit côté sympathique, fait des petits livrets comme ça, sur les marchés publics pour vraiment vulgariser les marchés publics auprès des entreprises. On l'a fait avec tous les acteurs, avec la CPME, avec l'UDP, avec le MEDEF, et bien entendu avec la validation de la direction des affaires juridiques de Bercy. Mais on a voulu, au travers de ces outils, celui-ci était sorti juste après la crise pour tous les nouveaux éléments qui avaient été mis en œuvre,
et on va probablement en ressortir un dans quelques mois. On a perçu aussi la difficulté de compréhension du dialecte des marchés publics, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en discutant avec les chefs d'entreprise, certains nous disaient oui, on aimerait bien y aller, mais on ne comprend pas tout, on a un peu peur, est-ce qu'on va être payé, comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire ce terme, etc. Et c'est pour ça qu'on a pris un parterre de chefs d'entreprise et on les a fait travailler justement sur comment on pourrait mettre dans vos mots ce que veut dire les marchés publics. Et je crois que ça, c'est pas mal. Et c'est un outil qui a bien marché. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à une nouvelle version. On en a fait déjà 2 ou 3, je ne sais plus, Marie, 3, hein, c'est ça. Ça fait partie des sujets. Vulgariser, simplifier le vocabulaire utilisé dans les marchés publics. On comprend pourquoi il est complexe, mais on comprend aussi pourquoi ça peut être un frein à l'accès aux marchés publics ou à l'appétence pour les marchés publics qu'ont certaines entreprises. Donc, on vous fera passer ça si ça vous intéresse, bien entendu. Dans ces petits ouvrages, on parle de tout un tas de pratiques qui nous paraissent évidemment intéressantes. On promeut les avances, la modulation des retenues de garantie. Il y a beaucoup d'évolutions sur ces sujets-là. Et évidemment, on le voit d'un œil positif pour aider ces petites entreprises à accéder au marché public. Les conditions d'application des pénalités. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais à votre disposition si vous voulez qu'on creuse là-dessus. La fluidité des circuits de facturation, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, pour peut-être finir, comme ça on passera du temps sur les questions que vous pouvez avoir, 2 sujets que vous avez mentionnés. Le premier, les startups. J'ai été missionné à l'époque par Jean-Noël Barrot pour faire ce premier rapport que nous avons fait de l'Observatoire des relations entre startups et grands comptes. Qu'est-ce que dit ce rapport? Si je dois le résumer, plusieurs choses. D'abord, on n'en est pas au niveau 0. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais on a quand même un nombre important de marchés qui vont, dans le public et dans le privé, vers les startups. L'estimation qu'on a pu faire sur ce premier rapport, si je prends juste la partie privée, c'est 1% des marchés publics qui vont vers des startups. Alors 1%, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais vous connaissez les montants, ça fait quand même 1,7 milliard d'euros qui vont vers les startups en provenance des différents acteurs publics, que ce soit l'État ou les collectivités. Oui, parce que là, quand vous dites 1% des marchés, c'est en valeur, hein, c'est pas le nombre de marchés. Hein, 1% en valeur, absolument, oui, c'est pas le nombre de marchés. Le nombre de marchés est probablement bien plus important, puisque ce sont des petits marchés. Mais ça a été, je ne dirais pas une bonne surprise, mais on a vu quand même que c'était loin d'être négligeable et que les marchés publics étaient comptés dans ce qui pouvait aider les startups à grandir, grossir. Si je regarde côté privé, on était à 2%, donc vous voyez que ce n'était pas ridicule du tout par rapport à ce qu'on trouve dans le privé. Donc premier renseignement, il y a des choses qui se passent et il y a déjà un volume d'affaires. D'ailleurs, entre 2021 et 2022, qui était déjà en croissance, on verra, là on est en train de travailler sur la prochaine édition qui fera 2023-2024, mais déjà en croissance d'une année sur l'autre. Deuxième enseignement, les 2 parties ont envie de travailler ensemble. On a fait 2 sondages, un sondage sur les acheteurs et un sondage sur les startups, et les deux il est ressorti de ces 2 sondages que les 2 parties avaient envie de travailler ensemble. Clairement, les grands comptes publics et privés expriment qu'ils essayent de mettre en œuvre tout ce qu'ils peuvent connaître pour ouvrir aux startups. Les startups disent que c'est de plus en plus important pour elles d'avoir des grands clients. Je dis de plus en plus important parce que le monde des startups a bien évolué. Il y a quelques années, quand on était une startup et qu'on avait une bonne idée, on faisait un tour de table, on trouvait relativement facilement du financement pour continuer à se développer. Et finalement, trouver des clients n'était peut-être pas la priorité numéro 1. Aujourd'hui, le monde a changé. Le financement d'idées et d'entreprises innovantes s'est un peu plus raréfié et rationalisé. Et il devient primordial pour ces petites entreprises d'avoir des clients, et de préférence des grands clients qui puissent être des références pour ensuite aller chercher d'autres marchés. Voilà. Troisième enseignement,
une difficulté quand même de dialogue et de compréhension. Je reviens un petit peu à mon petit guide de tout à l'heure. Et aussi un décalage entre la manière de faire classique des grands acheteurs et la manière d'essayer de vendre des startups. Je m'explique. Les grands acheteurs, et encore une fois, le public et le privé ne sont pas fondamentalement différents là-dessus. Traditionnellement, quand ils font un achat, ils définissent un besoin, ils font un appel d'offres, et puis ensuite ils prennent, j'espère, le meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble des critères qu'ils trouvent dans les réponses qu'ils ont. Or, la start-up, par définition, elle ne répond pas à un besoin déjà existant, elle amène quelque chose de nouveau. Donc, beaucoup de start-up ont une difficulté à se positionner sur quelque chose d'existant et être compétitif là-dessus. En revanche, elles ont besoin de trouver des points d'accès et de l'écoute sur ce qui est nouveau. Donc, il y a un premier décalage, et effectivement, les nouveaux outils sur l'achat d'innovation, etc., devraient permettre, je l'espère, et c'est vers ces pistes-là, évidemment, que s'orientent les acheteurs qui ont envie de travailler avec les startups, au moins d'avoir accès à ces petites entreprises et mieux connaître leur offre pour ensuite pouvoir les aider à grossir, à grandir. En parallèle, il y a une notion aussi qui est très décalée de part et d'autre, c'est la notion du temps. Ce qui est assez amusant quand on fait un sondage en miroir comme ça, c'est que, en gros, les startups, comme les grands comptes publics et privés, nous donnent à peu près la même durée entre le moment où on essaye de vendre quelque chose, le moment où on rencontre un acheteur, etc., etc. D'un côté, les grands acheteurs disent bah, c'est une durée normale. De l'autre côté, les startups nous disent mais c'est infini. Et si je dois attendre des mois et des mois, mon innovation n'est plus innovante, j'ai plus de financement pour tenir, etc. Donc il y a effectivement un sujet de temps, de temporalité qui n'est pas perçu de la même manière, ce qui veut dire de la pédagogie et probablement, encore une fois, utiliser au maximum les outils qui évitent cette durée très très longue, appel d'offres, etc., et qui favorisent un contact plus direct et une compréhension plus directe de l'offre des startups, et c'est ce que les uns et les autres essayent de développer. Dernier enseignement de ce premier sondage, mais on en aura d'autres dans quelques mois, j'espère, avec notre nouveau rapport, c'est la notion de RSE, qui est ressortie de manière intéressante. Les startups nous ont dit il y a une attente et une demande de nos grands clients potentiels, publics et privés, sur la RSE, qui est assez forte, qu'on retrouve dans beaucoup d'appels d'offres et de demandes. Et elles nous ont dit en parallèle, et ça nous plaît. C'est-à-dire que beaucoup de ces startups, justement, se sont développées avec des notions de RSE assez avancées et de responsabilité forte. Ce qui veut dire que c'est quelque chose à maintenir. Elles ne perçoivent pas ça comme un blocage pour rentrer dans ces marchés, mais au contraire comme un avantage compétitif parce qu'elles-mêmes se sont bâties avec ces valeurs. Et ça fait le lien, mais sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, mais je ne vais plus être très long, je vais rentrer sur les achats responsables. Ça fait le lien avec les achats responsables, qui est notre deuxième grand pilier, sur lequel, vous l'avez évoqué, on a porté ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours national des achats responsables, qui est composé de plusieurs étapes, notamment une charte, qui est un peu l'entrée dans le parcours, qui s'appelle Relations fournisseurs et achats responsables, qui a été signée aujourd'hui par près de 3000 acteurs. Je crois que 2800, c'était à la fin de 2024, mais on en a quasiment tous les jours. Public et privé, grand, petit, ça touche tous les acteurs de l'économie, et qui, avec une série d'outils, des outils d'autodiagnostic, des outils d'aide, de bonnes pratiques, progressivement amène les acteurs jusqu'à un label qui est un label un peu exceptionnel. Je dis exceptionnel parce que, je le répète assez souvent, mais on n'en est pas conscient, la France, c'est un peu le pays leader sur les achats responsables. Pourquoi leader? Parce que nous avons été le pays qui a porté les travaux au niveau mondial sur la norme ISO sur les achats responsables.
j'entendais un peu Alain Juillet tout à l'heure, il n'y a probablement pas tant de normes que ça qui ont été portées par la France et imposées au niveau mondial. Et celle-ci, c'est nous qui l'avons portée et qui l'avons faite. Et je pense qu'on peut en être fier parce qu'elle porte un certain nombre de valeurs qui nous réunissent au travers des achats qui sont un levier fort pour porter ces valeurs. Et donc, notre label, bien évidemment, s'appuie sur cette norme ISO. Et donc, quand on obtient ce label, ça veut dire qu'on tend à respecter non seulement les meilleures pratiques françaises, mais les meilleures pratiques mondiales. Et là aussi, ce label a connu une croissance exponentielle, notamment depuis le Covid. On est à 120 ou 121 labellisés aujourd'hui. On était à 50 en 2019. Donc on a, en quelques années, alors que le label existe depuis 2012, on a connu une croissance très forte et on voit que cette croissance ne se dément pas d'une année sur l'autre. Donc on sent une appétence pour la responsabilité et en particulier au travers de ce levier achat qui est de plus en plus forte du côté du privé, mais aussi, et j'allais presque dire, le public est plutôt dans les devant que derrière, donc là aussi on peut le souligner, du côté des acteurs publics. On a beaucoup poussé, bien évidemment, d'abord sur les ministères. C'est bien que l'État soit exemplaire sur ces pratiques-là. Et aujourd'hui, 80% des achats des ministères sont labellisés, c'est-à-dire tous les grands ministères, les armées, l'intérieur, l'éducation nationale, Bercy, bien entendu, et d'autres sont labellisés. Et progressivement, les autres sont en train d'y venir. Donc, je ne doute pas qu'on finira par avoir 100% des ministères labellisés, y compris, bien sûr, la direction des achats de l'État, je crois que vous avez auditionné ou vous allez auditionner, ainsi que les plateformes régionales d'achat. Donc, on a un vrai état exemplaire sur la labellisation. Des départements, les Hauts-de-Seine et les Yvelines, des intercommunalités comme Bernay, Terre de Normandie, une région, Centre-Val de Loire, des mairies comme Blagnac, Toulouse ou la métropole de Toulouse. Enfin voilà, on a des acteurs là aussi de toute taille et de toute dimension et de toute géographie qui se sentent concernés par ce label, qui touche aussi un secteur qui est parfois difficile si on en revient au retard de paiement, que sont le milieu hospitalier, où vous avez le centre hospitalier universitaire de Nancy qui est labellisé, ainsi que le RESA. Le RESA, c'est le réseau des achats hospitaliers. Donc c'est une plateforme d'achat qui regroupe beaucoup d'achats hospitaliers, de la même manière que l'UGAP pour les marchés des collectivités, qui est aussi labellisé. Et puis on trouve un certain nombre de grandes entreprises publiques, EDF, Enedis, GRDF, RTE, La Poste, la SNCF. Donc vous voyez, le monde public n'est pas en retard, voire même au contraire plutôt en avance sur ces achats responsables. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais boire un petit peu, mais surtout écouter vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Vous passez le ballon à monsieur le rapporteur. J'essaie de reprendre deux volets, comme le PSG. Monsieur Péliseux, dans le cadre de... Ah, mais vous avez le droit, mais moi je suis lillois, donc ça va. On est hors périmètre de la commission d'enquête, donc ça va. Oui, monsieur Péliseux, dans le cadre de l'initiative Je choisis la French Tech, dont vous présidez depuis 2023, oui. L'objectif affiché était de doubler, d'ici 2027, ouais, les achats publics et privés auprès des start-up françaises, afin de soutenir l'innovation et la souveraineté de notre technologie. Dans cette logique, pensez-vous que l'État et également les entreprises à participation publique devraient être exemplaires dans le recours à des solutions françaises innovantes? Première question. Avez-vous, en tant que médiateur des entreprises dans le cadre d'observatoires, été sollicité pour intervenir sur des cas où justement les entreprises innovantes françaises rencontreraient des difficultés d'accès à certains marchés stratégiques? Si oui, quelles réponses ont été apportées? Et comment expliquez-vous la non ou le peu de consultation d'entreprises innovantes françaises dans les marchés publics? Merci. Merci pour ces questions. Je vais commencer par la deuxième partie. Non, nous n'avons pas été saisis sur ces sujets-là, ce qui explique que je n'aurai peut-être pas autant d'éléments que vous aimeriez avoir sur le reste. Nous, on est beaucoup saisis et sollicités sur l'exécution des marchés et non pas sur l'accès au marché.
Peut-être que ça peut être un domaine sur lequel les entreprises peuvent nous identifier un peu mieux, mais aujourd'hui, c'est le cas. De fait, je n'ai pas forcément, au-delà de l'observatoire, mais qui est plutôt général, hein, ce sont des sondages donc assez généraux, comme je vous le disais tout à l'heure, qui pointent les difficultés, de compréhension des terminologies, la difficulté de répondre à un appel d'offres quand on amène une innovation, et 3, la difficulté par rapport à la temporalité des uns et des autres. Je n'ai pas énormément, malheureusement, d'éléments issus de nos médiations, puisqu'on n'en fait pas sur ces sujets-là pour répondre à votre question, et je le regrette. Monsieur Mériou. Oui, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention. La question que je me pose, c'est quand vous êtes saisi sur une médiation et que vous avez donc connaissance de la commande, du contrat, vous vous dites, ce point-là, j'aurais parié qu'il y aurait une contestation. Est-ce qu'il y a des points de fragilité dans les contrats qui amènent assez régulièrement des points de contestation? Et ce sont ces points-là donc que l'on pourrait conseiller à la fois à la puissance publique, mais aussi à l'acheteur public, de vérifier, est-ce qu'il y a des problèmes de métrage, de quantité, parce qu'on me dit qu'assez régulièrement, on a des entreprises qui, dès le marché passé, peuvent contester des points de ce marché. Et on dit qu'il y a des entreprises qui sont spécialistes. Alors, est-ce que je ne vais pas vous demander le nom des entreprises, bien entendu. C'est gentil, parce que je suis tenu par la confidentialité. Voilà, non, mais je m'en doutais. Puis, c'est pas du tout ça qui. Voilà, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont des taux de conflit plus élevés que d'autres? Et puis, j'avais un point de détail, mais sur les clauses d'insertion que l'on retrouve souvent dans les marchés publics, dont on me dit qu'elles ne sont pas simples à appliquer, qui est normal compte tenu du public particulier. Est-ce que ces clauses d'insertion sont réellement, quand elles sont obligatoires, est-ce qu'elles sont réellement un souci aussi dans le cadre des marchés publics? Voilà. Merci pour ces questions. Alors, nous, c'est vrai qu'on est saisi quand il y a un conflit, quand il y a une difficulté, c'est-à-dire dans l'application du marché. Et ces difficultés... c'est difficile de dire qu'il y ait un certain nombre de sujets qui soient systématiquement présents. Bien entendu, quand je vous dis qu'il y a des difficultés sur les décomptes généraux en fin des travaux, il n'y a pas de mystère là-dessus. C'est souvent là que ça se passe. On a fini le chantier, chacun arrive avec ses dossiers. Moi, je pense que tout ça, vos travaux supplémentaires, ça a coûté tant. Ah ben non, moi, je pense que ça a coûté pas tant. Donc, on est plus sur... l'application normale du déroulé, et je parle beaucoup de travaux parce que, comme je le disais, c'est souvent là où on a des sujets, et où, finalement, plutôt que d'aller vers une solution, d'aller vers le tribunal administratif, qui souvent a bien du mal, d'ailleurs, à trancher sur ce type de sujet, et d'ailleurs nous renvoie à la médiation, mais parfois vers nous, ces sujets, préfère qu'il y ait un dialogue entre les deux parties et qu'ils trouvent une solution. Donc, vous voyez, c'est plus, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire, un chantier, ça reste un chantier, et un coup de peinture, ça reste un coup de peinture, donc définir s'il a été mis ou pas, si c'était la bonne couleur ou pas, ça amène des discussions, plus que quelque chose qu'il y aurait à changer dans le processus. Le processus, il est ce qu'il est, et on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Je crois qu'aucun cahier des charges ne prévoira qu'on va trouver à un moment donné qu'il y a une fragilité dans le sol, qu'il fallait rajouter des fondations. Vous voyez ce que je veux dire? La vie d'un chantier, c'est la vie d'un chantier. L'important, c'est comment, à la fin du chantier, on se met d'accord sur ce qui est réellement dû par les deux parties. Et c'est là où on peut intervenir pour les aider à trouver la solution. Voilà. Parfait. Monsieur le rapporteur. Écoutez, merci beaucoup, monsieur le médiateur. Merci pour vos interventions. Merci pour le travail que vous réalisez depuis maintenant de
nombreuses années avec une constance, une détermination. Je tiens vraiment à le dire, là aussi, je reprends ma casquette d'élu local. J'ai eu l'occasion de pouvoir apprécier la mobilisation, notamment autour du label. Et puis, cette force du dialogue que vous avez rappelé, qui ne doit pas évidemment nous faire oublier les moments parfois compliqués dans la vie des entreprises et puis les tensions qui malheureusement parfois surgissent un peu plus facilement dans les périodes troublées comme celles que nous traversons. Mais merci d'être là. Merci pour vos apports. Et puis si d'aventure dans les semaines qui venaient, vous identifiez, notamment dans le cadre des guides sur lesquels vous pouvez travailler, des points d'attention en complément des propos que vous avez tenus aujourd'hui, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition avec monsieur le rapporteur et les collègues de la commission d'enquête. Merci de votre écoute et bonne fin de journée.